ANEB, le balado d'aide aux proches, vous est offert en collaboration avec ANEB et le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes. ANEB est un organisme provincial à but non lucratif qui a pour mission de garantir une aide immédiate, spécialisée et gratuite aux personnes atteintes d'un trouble alimentaire et leurs proches depuis plus de 35 ans. Bonjour, je m'appelle Sophie Azisto et je suis l'animatrice du balado d'ANEB pour l'aide aux proches et maman d'une jeune femme qui souffre d'un trouble alimentaire. Tout au long de la série, en compagnie de Josée Champagne, directrice générale d'ANEB, nous recevons des spécialistes des troubles alimentaires. Nous recueillerons des témoignages et partagerons des outils dans le but premier de soutenir les proches. En comprenant mieux la maladie et ses enjeux, les proches seront plus aptes à soutenir la personne atteinte d'un trouble alimentaire et réunir les conditions favorables à sa guérison. Dans cet épisode, on aborde un sujet dont on parle peu, mais qui peut avoir un impact très concret dans la vie des personnes touchées par un trouble alimentaire et de leurs proches. La fiscalité et la finance. Plus précisément, les crédits, mesures fiscales et outils qui existent pour les personnes reconnues comme ayant une limitation fonctionnelle ainsi que pour les proches aidants qui les soutiennent. Naviguer dans le système fiscal peut être complexe, surtout quand on traverse une période difficile. Certaines familles ne savent pas qu'elles pourraient avoir droit à des crédits d'impôt importants ou même des déductions pour alléger leur fardeau fiscal. Et pourtant, ces programmes ont été créés précisément pour reconnaître le temps, l'énergie et les coûts liés à la maladie et au rôle d'aidant. Notre objectif dans cet épisode est de rendre ces informations claires, accessibles et humaines afin que personne ne passe à côté d'un soutien auquel il a droit. Pour mieux comprendre ces mesures, leurs critères d'admissibilité et les démarches à entreprendre, on reçoit aujourd'hui 2 conseillers en gestion du patrimoine, Éric Roberge et Chantal Coulombe. Éric est un entrepreneur et comptable chevronné ainsi qu'un conseiller en gestion de patrimoine qui cumule plus de 30 ans d'expérience. Il a fondé sa firme comptable, optimisé les structures fiscales et participé à plus de 15 transactions d'entreprise. Il aide ses clients à réaliser leurs rêves grâce à des outils de placement performants et aime se consacrer à un nombre limité de clients pour mieux les accompagner. Il apporte à son équipe un savoir-faire précieux en matière fiscale et corporative. Chantal a travaillé une dizaine d'années dans les régimes de retraite avant de reprendre l'entreprise familiale en assurance et placement en 2019. Elle est titulaire d'un baccalauréat en mathématiques actuarielles. Elle aide ses clients à faire croître leur avoir financier en respectant leurs objectifs personnels avec une approche pédagogique pour des décisions éclairées et des résultats positifs. Chantal Coulombe, Éric Roberge, gestionnaire en patrimoine. Là, on parle aujourd'hui là, de finances, surtout la finance qui peut entourer des crédits ou des mesures fiscales pour les personnes handicapées. Fait que c'est des sujets intimidants. On se le dit d'avance. Mais j'espère que notre but, dans le fond, c'est de rendre ça moins intimidant puis de répondre à des questions que les proches qui nous écoutent peuvent avoir. Alors, ça fait longtemps qu'on voulait faire cet épisode-là, Josée. Oui, effectivement, pour informer les gens que ça existe. C'est surprenant à quel point je pense que peu de personnes connaissent les mesures. Je vois, Chantal, que tu me opines. Alors, c'est quoi les principales mesures? On va commencer avec la première question. C'est quoi les principales mesures qui existent pour les personnes qui vivent avec un handicap? Puis quand on dit handicap, c'est clairement pas juste un handicap physique. Hein? Ça peut être un handicap. Dans le cas qui nous touche ici, on parle d'handicap mental. Oui, en fait, il y a plusieurs crédits qui sont applicables. Il y a le CIPH qui est au niveau fédéral, c'est le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Il y a le crédit d'impôt remboursable pour les personnes aidantes, que celui-là, c'est au Québec, au provincial. Il y a des remboursements de taxes sur des biens et des services spécifiques, comme ça pourrait être des véhicules adaptés ou autres. Puis il y a des crédits d'impôt pour frais médicaux. Le CIPH, entre autres, c'est celui qui réduit le revenu, soit pour la personne touchée ou sinon parfois pour les proches aussi qui aident la personne touchée par la maladie. Ça arrive souvent que quelqu'un même... Donc, juste clarifier,
je suis une personne majeure, mais pour X raisons, j'ai encore un proche qui m'aide, conjoint, ça peut être des parents, ou j'habite encore chez mes parents. Je suis une personne majeure, mais j'habite encore chez mes parents qui m'aident. Le crédit peut être... Est-ce que le crédit peut être utilisé par les parents? Comment... Oui, le crédit peut être transféré parce que souvent, ce qu'on réalise, ce qu'on voit, c'est qu'une personne qui a un handicap n'a pas nécessairement les mêmes revenus, n'a pas les mêmes chances de travailler, Non. etc. Donc, qu'on ait un crédit d'impôt, il faut faire une nuance ici. D'abord, une déduction fiscale ou un crédit d'impôt, ce n'est pas tout à fait la même chose. OK, c'est quoi la différence? La différence entre les deux, il y en a un qui réduit le revenu imposable et l'autre, le crédit d'impôt, c'est un taux qui est fixe, qui est au taux le plus bas, à 20 au provincial, 15 au fédéral. Dans les deux cas, si quelqu'un n'a pas beaucoup de revenus, ça donne rien. Oui, c'est ça. Je te donne un crédit, tu ne payes déjà pas d'impôt parce que tu n'as pas de qu'au Québec, revenus. le premier 17-18 000, c'est indexé avec les années, on ne paie pas d'impôt. Fait que quelqu'un qui gagne un 10 000 par année, quand même, je donnerais 10 000, 3 000, 5 000 de crédit d'impôt ou de déduction, ça ne change rien. Si on peut le transférer à un proche, ce proche-là qui a un revenu de 50, 60, 80 000 va l'utiliser. Oui. Et là, on rentre dans la portion qui est rentable. Oui, puis on va se le dire, pour la plupart des gens, malheureusement pas pour tous, mais pour la plupart des gens qui sont malades, ils ont des proches autour d'eux qui vont les aider. Puis souvent, ça peut aller même jusqu'à avoir un impact significatif, même sur les proches, en commençant en pensant par les parents. Josée, tu vois, tu dis oui beaucoup. Oui, bien, hein? c'est qu'on souvent, peut-être plus souvent, là, mais avec Annette, les proches, il y en a parfois qui quittent leur emploi, qui doivent prendre un retrait parce que c'est tellement prenant prendre soin de son enfant ou de son proche qu'il y a un temps d'arrêt. Là. Je suis la première à le confirmer. C'est ce que nous, dans notre famille, on a vécu quand notre fille est tombée malade. On parlait d'hospitalisation multiple. On parlait de tout le temps être rendu à l'hôpital tous les jours. C'était impossible. Moi, j'ai dû prendre un pas de recul sur ce que je faisais. On était chanceux que le revenu de mon conjoint était suffisant pour qu'on... Au niveau de famille, il n'y ait pas trop d'impact, mais c'est quand même un impact important de dire, moi, je vais devoir comme arrêter de travailler parce qu'il faut que je m'occupe de mon enfant. Puis ça, c'est vrai dans... C'était pas vrai. Tu sais, j'avais plein d'autres familles là, qui étaient avec nous à Sainte-Justine. Oui, donc, on le voit là, chez Annette. Exact. Donc, c'est une réalité. Donc, les proches, c'est une mesure qui peut venir les aider également. Puis ce qui est important là-dessus, puis je suis vraiment content que vous fassiez ce balado-là aujourd'hui, c'est qu'il y a un paquet de mesures qui existent, mais entre qu'elles existent, qu'elles soient connues, qu'elles soient utilisées, il y a 3 étapes immenses. Exactement. C'est là où on veut servir un peu de déclencheur pour donner non pas quelque chose de totalement complet, on n'ira pas là, mais au moins donner le goût. Éric, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que c'est ça. Le but d'aujourd'hui, c'est pas de faire de vous des comptables et fiscalistes. Le but, c'est de vous outiller pour que vous ayez comme suffisamment d'informations pour aller rencontrer votre personne qui s'occupe ou nos 2 conseillers qui sont avec nous aujourd'hui pour dire, OK, moi, je vais faire des démarches parce que là, j'ai une meilleure idée de ce qui existe puis ça peut s'appliquer à notre famille. Et on va le démontrer que ça vaut vraiment la peine de le faire. D'ailleurs aussi, Josée, on va mettre sur le site, donc pas obligé de prendre toutes des notes, là. Sur le site, sous l'épisode d'aujourd'hui, vous allez avoir tous les liens. Chantal, tu nous as mentionné tous les différents formulaires. Oui, il y a aussi de la grosse documentation faite par les gouvernements. On va aussi les additionner sur votre site pour que vous ayez plus d'informations. Bon, alors, beaucoup, vous allez avoir les liens, vous allez avoir les différents, justement, documents informatifs. Alors, tout ce qu'on peut mettre, on va le mettre pour vous faciliter la tâche pour ne pas avoir à courir partout. Donc, on continue. Alors là, tu nous as parlé de crédit, puis aussi... pour les personnes, mais aussi, tu as parlé pour médicaments. Ça, c'est des remboursements. Là, tu vois, déjà, j'ai oublié. Fait que tu me dis... Oui, en fait, c'est ça. Il y a des crédits d'impôt pour frais médicaux. OK. On parle toujours encore de crédit ici. Oui, exact. Puis ce qu'il faut faire attention, c'est que souvent, les gens vont se demander lequel est remboursable ou lequel l'est pas. Bien, on peut essayer le plus possible parce qu'en fait, ils ne sont pas tous listés. Là. Il y en a beaucoup de frais médicaux et tout ça. Donc, des fois, on est mieux d'essayer d'en mettre plus. Qui touchent à notre maladie, finalement, là, de médicaments ou de frais médicaux. Puis, parce que, on ne sait pas, là, la liste n'est pas finale, elle n'est pas exhaustive. Mettez-en plus, puis au pire, ils vont dire, celui-là, on ne le rembourse pas, mais celui-là, on le rembourse. C'est ce que tu dis, Chantal. C'est ça, exact. OK. Oui. Puis, comme je disais tantôt, la nuance, crédit d'impôt versus déduction. Crédit d'impôt pour frais médicaux, c'est un crédit d'impôt qui est donc
15 fédéral, 20 provincial, qui est calculé sur le revenu familial et qui peut être transféré d'une personne à l'autre. Donc, d'un conjoint à l'autre, facilement, et dans une famille, ça peut monter aux parents. Donc, on va l'appliquer à la personne qui a le plus haut taux de revenu plus haut taux d'imposition, c'est ça que tu recommanderais? Il faut le mettre à quelqu'un qui paie de l'impôt. Oui. Puis là, c'est là où ça prend de l'aide. Oui. Puis ça prend un bon comptable qui fait ça parce que, malheureusement, le crédit d'impôt pour frais médicaux, au fédéral, c'est ce qui dépasse 3 du revenu. OK. Donc, pas nécessairement sur la personne qui a le plus haut revenu. Non, parce que là, ça va prendre des montants pharaoniques pour pouvoir nécessairement c'est ça. Il faut payer de l'impôt, mais quelqu'un qui a 300 000, ben wow, là, le 3 il est bien trop haut. Puis oui, il y a un plafond, mais on ne rentre pas dans ces détails techniques-là. Mais bref, ça prend un bon professionnel pour venir appuyer. Okay. Et souvent, j'entends des gens dire « ça coûte cher un professionnel ». Ben, ça coûte encore plus cher de ne pas l'utiliser. Ça, c'est vrai. Hein? Parce que la compétence coûte cher, mais l'incompétence coûte énormément cher. Puis pour l'avoir vécu, mais c'est parce que tu peux tellement aller chercher, comme un bon professionnel va te le dire. On va venir dans des exemples après, mais Éric, j'ai pas peur de le mentionner. On se connaît depuis beaucoup plus longue date que ça, mais toi, même notre famille, puis ça, c'est un bon exemple. Notre famille, mon mari est comptable de formation, travaille en finance, mais bon, puis comptable, moi, j'ai planificateur financier. Les deux, on ne connaissait pas les mesures qui existent alors que notre fille était malade. C'est Éric. Peut-être, là, je sais qu'on ne va pas dans l'ordre qu'on s'était dit, mais peut-être qu'on peut parler de comment tu es venu à nous parler de ça. Parce que c'est là qu'il y a un rôle que vous avez. Hein, on dit souvent qu'un conseiller financier, c'est comme quasiment un psychologue des fois. Parce que si vous voyez que ça s'applique à une famille, là, toi, tu n'as parlé à Charles à ce moment-là. C'est un bon moment, Sophia, que tu me parles parce que je me souviens de ce moment-là. Je me souviens qu'on était dans un gym de volley. Nos enfants, nos 2 fils jouaient au volleyball, puis ça allait super bien, t'en pas de frais de santé, puis t'es vraiment rendu des athlètes d'élite. Et Charles qui me raconte que votre fille va pas bien, puis qu'elle a eu des hospitalisations. Puis moi, j'entends ça et ça coche dans ma tête. Crédit d'impôt pour personnes handicapées, qui ouvre aussi le régime épargne-invalidité dont on va parler un peu plus tard. Oui. C'est la porte d'entrée. Et je vois ça, j'entends ça, puis là, je me dis, comment j'y parle de ça? Puis je vais pas y dire, Charles, ta fille, on met une étiquette dans son front, mais il fallait que j'en parle. Oui. Puis c'est délicat, on n'est pas habitué d'entrer dans des sujets intimes comme ça, surtout en parlant dans un gym de volley où on parle de volleyball, puis on parle de s'il fait beau, s'il fait pas beau, whatever. Et là, d'entrer dans une discussion un peu plus profonde, fait que j'ai mis des gants blancs jusqu'au coude. Et je suis arrivé en me disant, mais regarde, la situation est telle quelle. De la manière que tu m'en parles, vous êtes admissible à ça. Ça vient avec beaucoup d'aide. Voici tout ce que ça ouvre. Puis ça ne change rien à votre situation. Elle ne sera pas plus malade ou moins malade. C'est ça qu'il faut savoir. Mais c'est pas facile. Puis je me souviens d'avoir dit, bon, comment je passe par-dessus ça? Et je l'ai refait à 3 autres reprises depuis avec d'autres familles pour dire, avec ce que vous me dites, on peut-tu aller dans une discussion un peu plus privée? On peut-tu aller dans quelque chose d'un peu plus intime, d'un peu plus touchant? Puis comment c'est accueilli, Éric, quand tu abordes ça avec les familles? Quand j'ai un oui, j'ai toujours un oui. As-tu déjà des familles qui avaient l'air quasiment blessées ou au contraire sont comme reconnaissantes? Ça m'est jamais arrivé. C'est ça, j'ai l'impression. Puis c'est vraiment, c'est nous qui avons une gêne. Oui. Puis c'est drôle parce que souvent, on compare les enfants qui sont tellement naïfs, puis c'est beau, puis ils ont le droit de tout dire. Bien, c'est sûr, parce qu'ils amènent ça de manière tellement ouverte, tellement je veux savoir. Mais c'est pour t'aider en même temps. Oui, ça. Et il n'y a pas de malice. Mais quand on l'amène comme ça, puis dit, voici la situation, pas de jugement, c'est un fait, puis voici comment je peux t'aider, bien, c'est toujours bien reçu. 100%. Puis c'est ça aussi, les avantages au niveau financier sont tellement importants et ça aide vraiment les familles. Donc, pourquoi ne pas en bénéficier? Tu sais, Chantal, quand tu me dis ça, comme je peux pas parler pour toutes les familles, mais il y aurait plutôt un sentiment de reconnaissance. Merci beaucoup de m'en avoir parlé. Parce que, comme tu dis, les avantages sont tellement financiers importants. Puis une chance, on va parler de la rétroaction parce que, comme quand on a ça, j'étais Colin, on savait pas ça. Mais là, au moins, sachez que on peut aller jusqu'à 10 ans en arrière au niveau de la rétroaction. Donc, c'est normal. Souvent, on est tellement dépassé par ce qui se passe que c'est pas vrai que c'est la première chose qui va te penser en tête, même quand tu peux être dans ce milieu-là, dire « Je vais aller voir s'il y a des avantages de crédit. » Puis la vérité, c'est qu'il y a un double biais avec la santé mentale. Quand tu as une blessure importante physique, tu penserais rapidement à dire « Hey, je me qualifie peut-être comme personne handicapée. » Mais quand c'est ma santé mentale, on ne fait pas l'étiquette. Ou c'est difficile de faire le lien, de dire que c'est une personne qui est quand même handicapée. Puis le mot handicapé fait peur. Mais
Tu as raison, mais même au niveau physique, oui. Je me souviens d'avoir eu cette discussion-là avec mon père. Oui. Puis ça m'a pris 4 ans avant de réaliser. C'est mon père. Puis je le voyais, mais à un moment donné, j'ai réalisé, non, il coche toutes les cases de personnes handicapées, puis depuis quelques années, mais j'avais pas allumé parce que j'avais le biais que, waouh! Une personne handicapée, c'est fauteuil roulant, c'est ça. Un membre qui est manquant, c'est encore ça qu'on a en tête. Mais peut-être que ça nous amène à la question, comment on définit justement, comment tu te qualifies pour personne handicapée? C'est quoi les critères qui doivent être rencontrés pour personne... En fait, premièrement, ça doit être certifié par un professionnel de la santé, donc un médecin. Oui. Toujours accompagné d'un médecin, très important. Ça peut être, premièrement, il y a trois situations, si on veut. La première chose, c'est soit avoir une déficience grave dans une des catégories. En fait, les catégories, c'est comme marcher, les fonctions mentales, s'habiller, se nourrir, évacuer, entendre, parler ou voir. Ça, c'est la première. Tu pourrais en avoir une déficience grave dans ça, ou sinon avoir des limitations considérables, mais dans 2 ou plus de catégories. Puis... Tu as oublié fonction mentale, Chantal. Elle l'avait dit. Oui. Puis, donc, c'est ça. Fait que ça aussi, c'est la deuxième... la deuxième façon de se qualifier. La dernière, c'est de recevoir des soins pour soutenir une fonction vitale. Là, on n'est pas dans ce cas-là présentement, mais... Des fois, malheureusement, dans nos cas complexes, ça peut se rendre. Ça pourrait se rendre que là, effectivement, dans les cas... d'hospitalisation. Oui, ou des gens qui sont... C'est ça, qui sont rendus vraiment à ce point-là malades. Mais si on regarde aussi pour une majorité, on va en parler un petit peu de ça parce que... puis on peut montrer le fameux... Tu veux-tu nous le montrer? Tu as pris la peine de nous le... C'est gentil de m'en porter une copie. Je sais, ça fait peur. On doit compléter. Il beut. 16 pages. Juste pour que les gens... Il y a une section dans ce document-là que ça va être rempli par votre... Tu le dis. C'est vraiment... Selon mon expérience, le médecin, le spécialiste qui fait la différence, ça peut être une psychologue. Il liste les professionnels qui ont le droit. Donc, ça peut être quelqu'un qui a un suivi continu. C'est eux qui viennent un petit peu comme rendre ça crédible. Je vous le dis tout de suite, vous n'aimerez pas les formulaires. Et la raison est simple. Il y a un biais, encore une fois, santé mentale. Toutes les questions sont en fonction, je vais donner des exemples précis, sur comme un manque physique. On le sait, notre clientèle de troubles alimentaires va souvent se qualifier, c'est la difficulté à se nourrir. Puis là, on demande qu'est-ce qui te limite. Ben oui, j'ai mes 2, ils ont leurs 2 mains, etc. Mais si ça te prend un temps indu à te nourrir, ce qui est souvent le cas pour une personne qui a un trouble alimentaire, où elle n'arrive pas à se nourrir suffisamment, c'est là que vous allez vous qualifier pour les critères et c'est là que la personne qui médicale qui vous suit va pouvoir, ou la psychologue va pouvoir, va pouvoir confirmer cet état-là. Mais le questionnaire va vous être rébarbatif. Il n'y a pas l'air à vous donner de la place pour répondre à ce type de questions-là. Fait que, avez-vous des conseils dans un cas comme ça? Parce que moi, je l'ai complété. Fait que je vous parle d'expérience. Puis j'étais comme choquée que... Oui, puis je suis pas la seule. Non, mais t'as raison. J'étais comme... Oui, choquée, c'est un mot poli pour comment je me sentais. Je trouvais que c'était très discriminatoire par rapport aux gens qui ont un handicap mental parce que c'est comme s'ils avaient oublié de questionner dans cet ordre-là. C'est tout... Vous allez le voir, là, c'est fait en fonction que si tu n'es pas capable de te nourrir, mais c'est parce que tu as comme un manque physique. Mais, par contre, vous voyez, comme nous, notre fille, elle s'est quand même qualifiée. Donc, tu peux te faire qualifier quand même. Il ne faut pas juste que tu t'arrêtes. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez eu des cas avec des personnes qui ont un handicap mental qui se sont qualifiées? Oui, puis il y avait une autre chose aussi que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est que c'est pas nécessairement... Le CIPH, là, c'est pas nécessairement fondé sur une personne qui ne travaille pas. C'est un bon point, ça. Oui, elle peut être travaillante aussi et se qualifier quand même. Donc, ça aussi, c'est un bon point. Puis c'est écrit dans le formulaire, c'est écrit aussi. Fait que c'est important de lire aussi le formulaire comme il faut pour voir les choses à remplir ou les documents complétés, mais aussi pour se renseigner sur qu'est-ce qui est admissible, qu'est-ce qui n'est pas admissible. Oui. Puis c'est là aussi que un conseiller. Puis comme tu l'as dit, Éric, il ne faut pas avoir peur de dire ça va me coûter 100. Vous allez aller chercher beaucoup plus que si vous êtes comme je ne sais pas par où commencer.
Puis même nous, va chercher un conseiller, quelqu'un qui va bien t'encadrer. Puis juste même aller chercher ce qui est rétroactif, ça vaut vraiment la peine du bon conseil. C'est rare qu'on le regrette. Là. C'est comme ça, c'est un exercice financier facile. Là. Ça va être beaucoup plus payant que de ne pas y aller chercher. Je parlais d'exemple oui. en santé mentale. J'ai eu 2 cas très semblables de gens qui se connaissaient, à peu près les mêmes symptômes, à peu près les mêmes défis. 2 professionnels différents, un que ça a passé sans problème, l'autre que ça a accroché. Et ça a été refusé par l'Agence du revenu du Canada. Parce que, veux pas, ça demeure ce que le jugement du professionnel, ce qu'il écrit, comment c'est envoyé, comment c'est rédigé. Fait que là-dessus, il faut faire super attention. Et il ne faut pas hésiter à avoir un deuxième si jamais ça ne marche pas, parce que l'impact est immense. Oui. Puis si on met juste en termes de chiffres, puis j'y vais de manière très, très, très large, là, il manque de nuances, puis faites pas votre déclaration d'impôt, faites ça. Là. Mais en gros, le crédit d'impôt pour personnes handicapées, c'est environ 2 000 $ de moins. Rétroactif, si on l'a depuis 5 ans, on réactive et on fait un amendé de nos déclarations d'impôt. Tu vas aller chercher un 10 000. Oui, exact. Pour mettons, tu peux aller chercher 2 000 pour 5 ans. C'est ça, 2 000 par année pendant 5 ans. On est rendu à 10 000 qui arrive tout d'un coup. Ça ouvre la porte au régime épargne invalidité dont on parlera un peu plus tard, mais qui, lui aussi, on peut revenir 5 ans en arrière pour aller chercher... C'est 5 on peut aller jusqu'à 10 ans. Oui. Là, je disais 5 ans parce que... Oui, souvent, exemple, c'est comme... Ouais. Mais donc, ça vaut définitivement la peine de dire... Je vais demander un deuxième avis si le premier, ça ne fonctionne pas, puis qu'on pense que... il ne faut pas se fier au premier nom. Ça, c'est mon expérience de quand je travaillais chez les assureurs. Juste vous le dire. Moi, j'étais du côté des assureurs, mais comme l'assurance invalidité, des fois, les gens qui font l'adjudication de nos dossiers, c'est des humains. Il y a un côté subjectif, surtout quand on parle de santé mentale. Ils regardent le dossier, puis ils vont peut-être dire non parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou à clarifier. Et ça vaut la peine de revenir à la charge, des fois, comme avec la clarification. Notre médecin ou personne thérapeute va venir mettre un peu plus d'informations. Et là, ils disent, OK, là, à la vue de la nouvelle information, on peut dire oui. C'est la même chose quand des fois, tu es refusé pour une demande d'assurance invalidité. Souvent, je suggérais à mes courtiers, le client, il manque préciser, aller un peu plus en détail là-dessus. Et là, la personne qui déterminer la réclamation, dire OK, bien là, maintenant, j'ai un meilleur portrait, puis on va pouvoir approuver. Fait qu'un premier nom, c'est un refus, c'est pas un refus définitif. C'est la même chose que j'entends de votre côté. Exact. Puis comme tu l'as dit, Éric, juste à cause des sommes qui sont en jeu, tu t'arrêtes pas au premier nom, là. Tu te dis, OK, pourquoi? D'ailleurs, des fois, on peut savoir même pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont refusé, si on a besoin d'aller donner un peu plus d'informations. Puis, on ne s'arrête pas au premier nom. Le premier nom, c'est souvent nous-mêmes en le lisant qui va dire « Oh non, je ne vais pas là ». Comme tu as fait quand tu étais fâché en le lisant. Oui. Ah non, écoute. Et après ça, dire « Go, on va plus loin ». Oui. Mais généralement, quand quelqu'un a un handicap sérieux, ça va passer relativement facilement. Les gens chez Revenu Canada sont quand même conscients, sont humains, sont professionnels. Fait, ils sont là aussi pour aider. Ces mesures-là sont faites pour prendre un peu acte des défis qui sont posés et de venir donner un coup de main. Ça fait partie de notre social-démocratie. C'est pour ça qu'on paye des impôts. Oui. Donc, ça fait partie... Non, c'est ça. Le but, c'est pas de refuser, c'est le but d'accepter. Exact. Puis d'ailleurs, une des rares fois, là, encore une fois, ça, c'est mes opinions, mais où j'ai trouvé que les paliers de gouvernement travaillaient bien ensemble dans ce cas-ci, c'est qu'une fois, tu peux faire une demande au niveau fédéral. Et cette demande-là peut ensuite de ça ouvrir à être acceptée du côté provincial sans avoir fait la demande. Pouvez-vous nous en parler un peu de comment ça fonctionne? Bien, c'est un peu loin de notre expertise parce que là, on est vraiment rendu dans la fiscalité. OK, dans mais dans le je... traitement de la fiscalité, alors que nous, on est conseiller en gestion de patrimoine. On s'occupe de la fiscalité beaucoup. Bonne précision, oui. Parce que ça fait partie de notre jeu. Mais ce que j'ai vu de mes clients, effectivement, ça se transfère facilement. Fait que ça, l'information est là dans le sens que moi, je sais qu'une fois ma fille était approuvée au fédéral, je n'avais pas à requalifier partout au provincial. Le provincial me demandait, OK, fais juste remplir ce formulaire-là puis envoie-nous ce qui a été envoyé au fédéral et automatiquement,
tu peux être approuvé au provincial. Puis ça, l'information est sur... d'ailleurs, dans un des liens que vous m'aviez donné, Chantal, je suis allée voir, puis ça le disait d'emblée au niveau provincial, de ne pas avoir à refaire la démarche au complet. Fait que je vous le dis, inquiétez-vous pas, tu commences avec le fédéral, puis après ça, si tu es approuvé au fédéral, tu vas être approuvé au provincial. Ça arrive des fois que la machine fonctionne bien. C'est ça, on va le dire. Quand ça, c'est un cas, là, j'avais beaucoup apprécié de ne pas avoir à recommencer le processus au complet pour... Parce que c'est ça, il y a d'autres mesures au niveau provincial aussi. Tu sais, comme dans les mesures que tu as listées, il y en a que c'est du fédéral, mais il y en a que c'est du provincial. Exactement, oui. Puis, OK, là, je me suis fait beaucoup de notes. Je me permets de regarder les notes. Fait qu'on a dit les critères d'admissibilité des impôts. OK, les mesures... Ah oui, puis c'est ça, tu avais commencé à parler. Moi, j'avais noté ici comme l'effet cumulatif des limitations considérables. Parce que on peut se qualifier, on mentionnait tantôt, exemple, je ne suis pas capable de me nourrir. Ça, c'est une limitation dans les grandes sphères, dans le fond, qui fait que quelqu'un est autonome. Je me nourris, je m'habille, je suis mobile. Donc, soit que tu es limité, tu es considéré comme limité dans une, mais si tu as des limitations sévères dans plus qu'une, c'est là que tu pourrais quand même être considéré. Puis comme dans le cas qui nous concerne, là, dans le cas des troubles alimentaires, bien, c'est surtout la fonction vitale de se nourrir et le trouble de santé mentale. Oui. Donc, les deux combinés ensemble, il faut que ce soit généralement au moins 90% du temps dont les deux limitations sont ensemble et ça, c'est considéré comme acceptable. Acceptable aussi. Oui. Bien, tu sais, comme je me souviens d'avoir dû spécifier que, exemple, on le sait, quelqu'un qui est dans la phase très aiguë des maladies, des troubles alimentaires, je vous dis, souvent, ça prend comme 100%. Il pense à ça tout le temps. Il y a un côté obsessif. Donc, c'est sûr que c'est difficile de l'écrire, mais pour les gens qui les traitent, ils savent très bien que... Puis c'est là que tu vois que ces limitations, souvent, ne sont pas nécessairement capables de travailler à temps plein ou d'être aux études à temps plein. Puis ils vont commencer à avoir des impacts dans les différentes sphères de leur vie à cause de ce côté-là. Fait que là, on va chercher de la limitation en partie mentale. Exact. Combiné à celle d'avoir de la difficulté à se nourrir, là, tu rencontrerais les deux limitations. C'est ça. Mais tu sais, il rajoute aussi que ça pourrait être aussi faire une activité, mais que ça prend beaucoup plus de temps que quelqu'un d'autre le faire. Oui, ça, c'est un point important. Donc, tu sais, dans votre cas, le cas de se nourrir, des fois, ben eux, ça leur prend tellement de temps à penser à se nourrir, à l'exécuter. Donc, ça aussi, ça fait partie, tu sais, d'une limitation, là, marquée. Exactement. Mais je trouve ça intéressant, par exemple, tu disais qu'on peut quand même travailler dans le sens que j'imagine que tu ne travailles pas nécessairement à temps plein, mais tu es capable. Ça voudrait dire que tu peux travailler à temps partiel et pouvoir être quand même reconnu comme personne handicapée. C'est ça. Je trouve ça intéressant de le dire parce qu'il y a des gens qui vont dire ben non, je ne suis pas une personne handicapée, je suis capable de travailler, mais ça ne fait pas du tout partie des critères pour pouvoir être admissible au CIPH. Bon, mais c'est vraiment important. Donc, on a indiqué ici comme le médecin, le comptable ou la personne elle-même qui doit remplir. En fait, on a des sections qui sont remplies par chacune des personnes. Oui, bien en fait, tout ce qui s'appelle le comptable, c'est pour aller chercher les crédits d'impôt. Oui. Dès que vous voulez ouvrir un régime épargne-invalidité dont on va parler plus tard, bien ça, c'est plus un conseiller à notre niveau en gestion de patrimoine. On ne s'en parle pas maintenant parce que ça, c'est une mesure importante. Puis, c'est ça. Allons-y dans le vif du sujet. Oui. En gros, pour finir sur la liste de professionnels, tout professionnel qui a un permis délivré par l'Autorité des marchés financiers qui peut faire de la gestion de placement peut ouvrir un régime épargne-invalidité. Okay. C'est là qu'on se tourne vers ce type de professionnel-là. Ça, une fois qu'on est entré, qu'on a le crédit d'impôt pour personnes handicapées, c'est un must d'aller chercher ça parce que les sommes en jeu sont considérables. On connaît généralement pas mal le régime épargne-études où on met des sous, le gouvernement met 30 %. Là, c'est 350 %. Donc, c'est vraiment un tout autre ordre de grandeur, là. Puis l'exemple le plus frappant, quelqu'un qui est majeur, qui n'a pas beaucoup de revenus, le premier 1 500 qui est mis par année va générer 3 500 $ de subvention et 1 000 $ de bons. Donc, il y a 4 500 qui est déposé. C'est immense. C'est immense. C'est 300 de la cotisation. C'est surtout alors que c'est là qu'on vient dire des mesures pour atténuer, en sachant que nous, on le dit souvent du côté d'Aneb, hein, Josée, c'est des maladies non seulement qui isolent, mais qui appauvrissent. Mm-hmm. Parce que rares sont les personnes qui sont très malades, qui réussissent à travailler à temps plein, qui souffrent d'un trouble alimentaire. Et souvent, cumulé avec les années, il y a vraiment un réel appauvrissement.
que là, avec ces mesures-là, on vient atténuer ce facteur-là. Puis tu nous avais sorti des exemples aussi, Chantal, très chiffrés, là, de quelqu'un de 19 ans, ça parle fort. Oui. Quelqu'un de 19 ans qui a un revenu annuel familial, en fait, un revenu... Parce qu'en fait, ce qui est important à dire, c'est que quand on a 19 ans et plus, c'est plus le revenu familial qui est calculé comme pour avoir la subvention, mais le revenu de l'individu qui est en situation de handicap. Ce qui est un peu ironique, à 18 ans, on est majeur, mais ça, c'est 19 ans. Oui, celui-là, c'est 19 ans. Pourquoi faire simple? C'est ça. Quelqu'un qui mettrait 1 500 $ par année pendant 20 ans, OK? Donc, il cotiserait en tout 30 000, recevrait une subvention du gouvernement de 70 000 et un bon de 20 000. C'est énorme. Ce qui fait que si on le calcule à 5 là, avec un taux d'intérêt de 5 en tout, la personne pourrait se ramasser à 580 359 $. À l'âge de... À l'âge de voyons... On parle de combien d'années? 60 ans. 60 ans, oui, 59 ans, exactement. OK, fait que 59 ans, la personne, elle se ramasse avec 580 000. Alors qu'elle a déboursé 30 000 Exactement. C'est ça pour tenir. Exactement. Pour un débours de 30 000 avec un taux conservateur, là, 5 très ça veut dire que tu as 580 000. Écoute, moi, ceux qui ne veulent pas en profiter, c'est libre à vous, mais je veux dire... Là, on s'entend, c'est 30 000 mis sur 20 ans. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas irréaliste. Non. Parce que 30 000, quelqu'un pourrait dire, écoute, c'est une somme qui est importante, c'est vrai, mais 1 500 par année... c'est en sachant qu'est-ce que ça donne comme résultat, tu t'arranges pour les trouver. Juste pour le fun, Chantal, à 7 de rendement, c'est quand même atteignable. C'est 1 089 000. Et là, donne donc l'autre, tu avais fait à 9 ma version, ça tombe à 2 millions. C'est sûr que on ne peut pas jamais garantir ces taux-là. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que je préférais plus dire un taux raisonnable de 5 par année. 5 c'est conservateur. 7 sur du long terme, c'est très atteignable. Donc, on parle de 1 million. Surtout comme la personne, si ça l'investit, elle a le temps de... Alors... La seule chose que je voulais vous rajouter par rapport à ça, c'est que souvent, ce que j'ai vu quand les gens ont des régimes invalidité, c'est qu'ils vont être plus conservateurs, justement, parce que souvent, des fois, ils gèrent l'argent de leur enfant. Fait que, tu sais, c'est là où, des fois, on va garder des taux plus conservateurs. Ils ont peur de prendre des placements un petit peu plus risqués parce qu'ils se disent, c'est pour la retraite de mon enfant qui est invalide. Oui. En fait, invalide, on s'entend là, mais c'est le seul mot que j'ai trouvé pour dire ça. C'est régime épargne invalidité. Il y a une invalidité. Pendant la grande maladie, il y a une invalidité. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ça fait de la peine, mais c'est la vérité. Ouais. Ce qui est important là-dedans, je t'entends dire, il faut faire attention, c'est pour la retraite. Mais justement, si on prend l'exemple de quelqu'un de 19 ans, on en a pour 40 ans en avant de nous. On peut se permettre d'être un peu plus... Oui, mais nous, on a tout un... Bon, vous autres, vous encore, puis moi, dans mon ancienne vie. Fait que nous, c'est facile pour nous de dire ça. Mais je comprends d'où tu viens parce que c'est vrai que les gens... On doit souvent les amener à sortir de cette zone de confort-là et dire, regarde, t'as le temps qui joue pour toi, tu peux te permettre d'être un peu plus agressif. Mais c'est correct, on est ici pour juste donner un ordre d'idée. Donc, avec un 5 qui est conservateur, ce sont quand même des sommes vraiment incontournables, moi, je dirais. J'appellerais ça incontournable. C'est pas comme pas le faire. C'est pour avoir mis 30 000. Oui, pour avoir mis 30 000 à 1 500 $ par année. Tu sais, Josée, c'est ça que tu voulais qu'on diffuse comme message. Hein? Tu disais comme, c'est tellement dommage que beaucoup de gens ne savent pas que ça existe. Exact. Puis j'ajouterais, on a droit à un régime par personne, mais c'est pas nécessaire que ce soit l'enfant majeur, là, rendu à 19 ans. Ou la personne qui est invalide. Ça peut être le parent, le grand-parent. Qui le fait pour lui. Qui le fait pour lui ou elle. Parce qu'on parle de santé mentale, gérer de l'argent, c'est peut-être un peu complexe. C'est vrai, j'avais vu ça que vous disiez que en autant que la personne autorise, c'est ça, si elle est majeure. Mineur, pas besoin d'autorisation. Majeur, on a besoin de son autorisation. Quelqu'un d'autre peut faire les démarches pour elle. Oui. Encore un autre point important parce qu'effectivement, la personne, de se mobiliser pour faire tout ça quand tu as de la difficulté à te nourrir, c'est pas vraiment réaliste. Mais que quelqu'un dans ton entourage... D'ailleurs, de toute façon, notre balado s'adresse aux proches. Donc, je suis certaine qu'il y a beaucoup de proches en ce moment qui disent « OK, wow ». En tout cas, je ne veux pas parler pour vous, mais moi, ça avait été la réaction que j'avais eue. Je m'étais mis ça à le faire immédiatement. Dès qu'on a passé par-dessus le pas gentil formulaire, on est content de faire la démarche. Oui, non, c'est ça. Puis ce qui est important aussi là-dedans, des fois 1 500 pour certaines familles, ça peut être gros. Oui. Mais si on se dit les oncles, les tantes, les amis, les frères, les sœurs,
$100 chacun, cadeau de fête, cadeau de Noël, on met ça là. J'aime ça, l'idée aux fêtes, tout ça, arrêter, Ben, comme que tout le monde mette, parce que l'impact pour cette personne-là est tellement grand. Puis souvent, on ne sait pas quoi leur donner. La famille élargie se sent, voit la personne qui souffre, puis se sent tellement impuissant. Bien là, ça peut être un message, dire, regarde, le but, c'est chaque année essayer de lui mettre de côté 1500 $ parce que pour elle, au moins, il y a un souci financier de moins. Parce que c'est déjà des maladies qui ont tellement d'impact à tellement de niveaux. Si au moins il y a un appauvrissement de moins qui se fait, on a ça de réglé. Ouais. À défaut que le reste, pour l'instant, suive. Là. Puis encore là, ben, le régime invalidité peut être rétroactif aussi 10 ans. Fait que ça aussi. Donc, ça aussi, on peut aller chercher jusqu'à 10 500 pour la subvention et 11 000 $ pour le bon par année maximum. C'est beaucoup. Donc, c'est beaucoup quand même, là. Oui, fait que si on a un crédit qui est daté de 10 ans auparavant, ce qui est quand même long, mais mettons que ça arrive. Oui. Bien là, encore une fois, ça prend un professionnel qui vient faire le calcul. Combien j'investis pour aller chercher le maximum de subventions? Oui, tu veux comme pas investir plus que ça nécessairement. C'est ça, mais x3, fait que là, le 11 500 x3, OK, on va mettre un 3 000 $ cette année. L'an prochain, on va mettre 3 000. L'autre année d'après, on va mettre peut-être 2 000. On vient de maximiser le passé. Puis on va tout chercher ces sommes importantes-là. Wow. C'est de là aussi l'aide d'être accompagné. Parce que là, ça devient des calculs aussi, là, comme tu peux dire, je sais pas combien mettre. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de professionnels qui sont au courant de ça. C'est drôle parce que j'allais vous demander. C'est ça, bien, la preuve, c'est que je connais ça pas mal la réponse, mais c'est pas répandu, cette connaissance-là, même au niveau des professionnels. Je suis chez vous. Oui, Deux professionnels de la finance et de la comptabilité. C'est ça. Tu penserais donc... mais notre clientèle, malheureusement, on est habitué dans le sens que c'est la même chose pour avoir de l'aide professionnelle pour les troubles alimentaires. C'est pas parce que tu es un médecin ou un psychiatre ou des gens qui vont être spécialisés en troubles alimentaires. Donc, malheureusement, vous connaissez la chanson, mais c'est de cogner aux portes jusqu'à temps que vous trouviez le professionnel ou la professionnelle qui va dire oui, moi, je connais ça ou je comprends ça. Les gens aussi peuvent... Clairement, vous deux, vous êtes des gens qui connaissez ces mesures-là, mais de ne pas être surpris qu'un professionnel... Puis si vous sentez qu'il y a une réticence du côté du professionnel, c'est parce qu'ils n'ont pas l'expérience avec ça. Mais c'est vrai, nous aussi, du côté, je dirais, le côté médical, hein, Josée? Mm-hmm. C'est pas... en trouble alimentaire, toujours un niveau de complexité... Non, malheureusement, c'est pas tout le monde qui est bien formé pour adresser la problématique. Au-delà des professionnels, des fournisseurs. En étant dans l'industrie, nous, chez IA, Gestion privée de patrimoine, on offre un régime épargne-invalidité. Mais là où j'étais avant, la firme où j'étais ne l'offrait pas. Il fallait qu'on aille voir des fournisseurs comme Fidelity, Mackenzie, Manuvie, etc. Et il y en avait juste 2 au Québec qui l'offraient. Wow, c'est donc, encore... c'est vraiment pas beaucoup, là. Non. Alors que peut-être une quinzaine de manufacturiers de fonds mutuels. Puis, c'est ça, c'était 2 ou 3 qui l'offraient. Fait que donc, il fallait vraiment choisir où on allait ou d'aller dans une firme de plein exercice. Là, on rentre dans des détails peut-être moins pertinents. Mais il faut faire attention parce que c'est pas quelque chose de connu. C'est pas répondu. Mais encore une fois, on dirait qu'il y a un biais qui continue parce que ça touche les personnes invalides. Déjà là, que ça soit pas offert dans toutes les firmes d'emblée, c'est... je dirais que c'est désolant d'entendre ça, mais bon, pas surprenant. Mm-hmm. Donc, la question qui peut contribuer au régime d'épargne pour les personnes invalides, c'est comme ça que ça s'appelle? Non. Oui? Bon. Alors ça, on le dit, ça peut être quelqu'un d'autre de la famille qui peut contribuer. C'est pas nécessairement la personne. Puis, qu'est-ce qui arrive quand le bénéficiaire n'a pas atteint l'âge de la majorité? On peut quand même ouvrir ça pour elle. À l'âge de la majorité, on a mentionné qu'on avait besoin de son autorisation pour le faire. Si sa capacité de contracter le régime est mise en doute, parce que des fois, le niveau de la maladie peut même affecter, puis ça, on a eu un épisode avec une avocate là, qui déterminait le pouvoir à plein consentement. Il y a des zones grises des fois. Comment ça fonctionne dans un cas comme ça? On n'est pas des experts en santé mentale, mais c'est sûr qu'il faut que la personne soit capable de signer un contrat. Si elle ne l'est pas, s'il y a une procuration ou un mandat, la personne qui a été mandatée peut signer. Mm-hmm. Ou dans un cas comme ça, le titulaire, je mettrais plus quelqu'un de proche, un parent, frère, sœur, que la personne elle-même. Oui. Pour
Éviter qu'il y ait des retraits impulsifs de l'argent. Parce que ce régime-là doit demeurer en place pendant 10 ans pour garder les subventions. Ça, c'est un point. Après 10 ans, il peut y avoir des retraits, mais c'est complexe. C'est fait pour la retraite. OK. Donc, on a plein accès sans aucune limitation à partir de l'âge de retraite de 59 ans. Oui, 65. 65, OK. Donc, mais avant ça, on peut avoir accès, mais avec certaines règles à respecter, mais surtout après 10 ans. Il ne faut pas toucher les premières 10 Non, parce qu'on doit remettre les subventions. OK. Un peu comme dans un régime épargne-études. Si on retire de l'argent avant que l'enfant soit allé aux études, on perd la subvention. Le gouvernement fait ça pour ça. C'est pas une histoire de yo-yo. Oui. L'argent qui est là, il est immobilisé pour très longtemps. On ne veut pas perdre les subventions. On ne veut pas perdre les subventions. Donc, il faut y aller avec des sous dont on n'a pas besoin, qu'on n'aura pas besoin dans un avenir rapproché. Puis de là, l'idée peut-être que ça soit des cadeaux comme au lieu de donner des bébés à la Noël ou à la fête. Ça, c'est un beau cadeau à faire à la personne, considérant que les gouvernements vont donner des sommes, des encore plus gros cadeaux. Ouais, c'est clair. C'est pour une fois que ça revient un petit peu. Ouais. Bon. Puis j'en reviens à ce que tu disais avant que la personne soit majeure. Oui. C'est généralement les parents qui vont l'ouvrir parce que la personne ne peut pas contracter, c'est une personne mineure. Et là, les subventions et le bon vont être calculés en fonction du revenu familial. Donc, généralement, on se retrouve avec un revenu familial plus haut. Oui. Et puis, c'est un peu pour ça que notre exemple, on le partait à 19 ans. Là, oui. On voulait aller chercher le maximum. Okay. C'était prévu, mais... Rajoutons au fait que c'est rare qu'un enfant qui a 4 ans est anorexique ou boulimique. Donc, on s'était dit, c'est plus vers l'âge de l'adolescence, mi-adolescence. C'est pour ça qu'on l'avait commencé aussi à l'âge de 19 ans. Bien, ça représente beaucoup de nos cas, mais il faut dire que malheureusement, maintenant, on a des cas de plus en plus jeunes. Donc, ça se pourrait qu'on a quelqu'un de 8-9 ans qui se qualifie. Oui. Donc, c'est ça. Ça se pourrait que vous ayez malheureusement... à faire ces démarches-là pour votre enfant de 9 ou 10 ans. Et auquel cas, c'est le revenu familial qui est en jeu. Ça vaut quand même la peine, même s'il y a une limitation après 114 000 de revenu familial, les subventions diminuent grandement, mais c'est quand même le premier 1 000 $ qui est mis. Il y a 1 000 $ de subvention. Oui. C'est quand même... on vient de doubler notre argent dans le mois suivant. Oui, ça, c'est avec zéro rendement. C'est rare que tu aies ce rendement. C'est un rendement de 100 %, pas d'imposition immédiate, imposition différée à 65 ans. Pour moi, c'est un go. Là. Bien, c'est sûr que c'est difficile de trouver les points négatifs. Puis avant de rentrer, comme en enregistrement, on se parlait, Chantal, tu sais, peut-être de l'inquiétude, de la perception des gens qui... Parce que quand tu te qualifies, ça s'appelle des crédits pour personnes handicapées, entre autres. Ouais. Mais bon, écoutez, qu'on dise handicap ou pas, la réalité, c'est que la personne est très malade. C'est pas une étiquette qui nous colle à vie nécessairement parce que une fois qualifié, on doit se requalifier à chaque 5 ans. Fait que juste sachez que chaque 5 ans, la personne doit refaire une démarche pour montrer qu'elle est toujours handicapée. Et puis, ça, c'est entre toi, ton conseiller, puis toi-même, c'est pas affiché. Est-ce que, un employeur ne verrait pas ça passer nécessairement? Là, c'est vraiment de l'information qui est confidentielle. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça s'appelle comme ça. Ça ne change rien à la situation immédiate, sauf que ça peut vous rapporter beaucoup à la personne beaucoup d'argent. Moi, c'est ce que je retiens de nos échanges, là, c'est que tu appelles la personne handicapée ou pas. La réalité, c'est que c'est une personne qui est très malade. Puis, ce sont des mesures pour atténuer l'appauvrissement qui suit la maladie. Il y a une autre maladie qui est admissible au REI, c'est le diabète de type 1. Mais il n'y a personne qui pourrait se dire « Ah, ben moi, le diabète de type 1, j'ai ça, je me qualifie comme personne handicapée. » Alors que pour le REI, pour le CIPH, les personnes l'ont. Donc, c'est quand même des choses des fois qu'on ne pense pas. Non, c'est ça, tu ne penses pas. Personne diabétique qui de type 1, elle est handicapée, mais c'est une maladie qui vient avec des limitations de contrôle. Il faut que tu contrôles tout le temps ta glycémie. Donc, c'est ça, c'est que des fois, le crédit s'applique à plus à des situations qu'on n'aurait peut-être pas pensé. Fait que c'est pour ça, des fois, qu'il faut... Oui, il faut doser, parce que le mot « fort handicapé », c'est fort, mais c'est comme ça englobe plus que qu'est-ce qu'on est habitué. T'sais, pour nous, comme je dis, je pense que ça revient tout le temps. Pour quelqu'un handicapé, on pense automatiquement à paraplégique, quadriplégique, alors que c'est beaucoup plus large dans le contexte actuel. Oui. Puis, j'ai même vu un certificat où je ne pensais pas qu'il était pour l'avoir, mais gros problème d'orthographe.
OK. où c'était vraiment beaucoup plus long, beaucoup plus complexe. On a réussi à l'avoir. Ah oui? Pour 5 ans. Après ça, le petit gars était rendu à l'université. Okay, ça commençait à être gênant. Ça n'a pas passé la deuxième fois. Son problème était vraiment réglé. Puis en plus, l'université, 90%. Oui, c'est ça, difficile de dire que ça l'empêche de fonctionner. Non, ça ne marchait plus. Mais il a quand même eu 5 ans. Il y a eu 5 ans. Les parents ont mis... On n'avait pas de report dans ce cas-là. Fait que les parents ont mis 7 500. On est rendu avec à peu près 45-50 000 dans le compte au moment où j'ai regardé la semaine dernière. C'est quand même immense. Oui. Et pour quelque chose qu'on n'aurait même pas pensé. Non, puis avant, quand on perdait le crédit, le régime épargne invalidité était remis en doute, puis on avait des problèmes avec le fait de conserver les subventions, etc. Ça a été enlevé. Ah oui? OK, oui. Donc ça veut dire quoi, ça? Des fois, la fiscalité s'améliore avec le temps. Oui, c'est ça. et ça arrive. Et donc, le régime demeure intact. Okay. On ne peut plus ajouter de sous. Mais ce qui est là est pas touché. OK. Puis j'ai parlé avec le père il y a 2 semaines, puis il me dit « Ouais, on lui a fait un maudit beau cadeau à lui. Hein? » C'est ça. En fait, c'est ça, c'est qu'on ne le perd pas. Non. Donc, même si on est admissible, même si on est invalide pour une certaine période et qu'on ne devient plus, c'est qu'on ne perd pas cet avantage-là. Oui, c'est ça. Ce qui est dans le régime continue à bonifier dans ce régime-là. Les parents avaient mis 7 500. On est rendu à 50 000. C'est un enfant qui a peut-être 20 ans au moment où on se parle aujourd'hui. Il y a un beau... Oui, c'est ça. Il y a déjà un beau pécule. Il y a un grand bout de sa retraite qui est assuré avec ça. Là. C'est parce que ça va continuer à croître, c'est ça. C'est ça qu'on m'avait... Selon les exemples, exactement. Oui, vous assurez. Je voulais juste spécifier une dernière chose, les critères d'admissibilité. En fait, juste une chose importante, c'est qu'on doit résider au Canada lorsqu'on établit le régime, le REI, et qu'il ne peut y avoir qu'un REI en tout temps. Donc, on ne peut pas ouvrir, tu sais, comme un REE, on peut en ouvrir à différentes institutions. Un REI il ne peut qu'en y en avoir un à la fois. C'est bon de le préciser. On peut le transférer ailleurs. Mais il faut toujours que tu en aies qu'un seul. Tu ne peux pas commencer à dire un grand-parent, moi, je vais en ouvrir un, puis un parent, nous aussi, on va en ouvrir un, c'est un. Donc, les efforts doivent être concentrés sur un. Toi, Josée, tu entends ça, y a-tu des questions qui te viennent de dire, hey, je suis pas sûre que ça a été clarifié ou... Non, moi, je trouve que c'est vraiment très pertinent comme information. Peut-être une petite précision au niveau quand on complète ce fameux document-là, au niveau de la personne qui va compléter l'information. Oui. Moi, j'aurais le goût de dire de choisir un allié le plus possible. Ah, c'est bon, ça, oui. Qui vraiment connaît la situation puis qui ne va pas être gêné à présenter le cas tel quel. Là. Je me permets, je le prends. Vas-y. Moi, je parlais comme parent parce que moi, c'était pas moi qui étais malade. Donc, moi, j'ai fait... Mais je l'ai fait. Puis en plus, planificateur financier, j'en ai vu d'autres, des documents. Là. Donc, je peux juste imaginer, mais tu as raison. Si on pense à quelqu'un de majeur qui est malade, la personne voit ça, c'est assez pour dire, regarde, oublie ça, j'ai de la misère à manger, commencer à demander des crédits, ça te paraît tellement loin. Alors, c'est de demander peut-être à un ami, quelqu'un, comme tu dis, un allié, j'aime le terme que tu utilises pour dire, regarde, je sais que j'aurais le droit à ça, mais là, ça me paraît gros, peux-tu m'assister avec ça? Et une fois qu'on s'y met, c'est pas si pire que ça. Puis c'est là d'aller, encore une fois, cette personne-là, alliée, pourrait aller nous trouver un bon conseiller, conseillère qui va nous accompagner là-dedans. Exact. Puis de toute façon, si tu es malade à ce niveau-là, tu as quelqu'un qui te suit déjà, règle générale, au niveau de la santé. Donc, cette personne-là, c'est elle qui va aussi... Il y a une section qui doit être remplie par le professionnel de la santé. Alors, c'est d'amener votre formulaire à la prochaine fois. Règle générale, il devrait en avoir déjà vu. Là. Le professionnel de la santé ça devrait avoir déjà vu ça. Moi, je sais, parce que j'essaie de voir s'il y a des points importants qu'on n'aurait pas discutés. Chantal, Éric, des points que vous vouliez qu'ils soient partagés. C'est important ce qu'on se dit aujourd'hui parce qu'il y a tellement de gens qui ne sont pas au courant que ceci existe. Je sais, mais oui, tu as raison. En fait, moi, grâce à Éric, quand j'avais entendu parler de ça, tu te souviens, on en avait eu des grosses discussions au niveau de ANEB. On voulait mettre quelque chose en place pour même un genre de service d'accompagnement qui n'était pas vraiment réaliste. Mais là, tu as trouvé comme à travers l'épisode ce qui va s'approcher le plus pour être certain que le maximum de personnes qui ont droit puissent y avoir droit parce que tu passes à côté d'une mesure qui a un impact majeur. Là, oui, puis c'est un peu ton histoire qui a inspiré ce sujet-là, parce qu'effectivement, on a eu longtemps des discussions. Puis, tu sais, chez ANEB, il y a beaucoup de gens qui consultent, qui ont
qui sont sous le seuil de la pauvreté ou qui pas loin, là, qui ont des revenus familiales, personnels très, très, très bas. Donc, je pense que ça, c'est très pertinent pour eux d'apprendre ça. Là. Tu me fais penser un point important. Le 1 000 $ de bons est versé, peu importe si on fait une contribution ou non. Ah oui, OK. Donc, il n'est pas assujetti à une contribution. Dès que tu te qualifies, tu as 1 000 $ exact. Par année. Oui. OK. Puis fait que donc, ça, c'est ultra important. Quelqu'un, justement, qui n'a pas beaucoup de revenus puis qui voit le 1 500 comme je serais pas capable. $125 par mois, j'arrive pas, ça ne marche pas. Bien, tu vas aller au moins le 1000 va être là au moins. Puis il y en a 20 bons comme ça, annuels. Quand même. Donc, c'est quand même beaucoup de sous. Puis on a vu l'impact cumulé de l'argent avec le 5, le 7 ou le 9 %. Bien, juste 1 000 $ par année pendant 20 ans. Là, je n'ai pas les calculs avec moi. Mais pour quelqu'un qui n'arrive pas à se mettre de l'argent de côté, ça va être c'est immense. Là. C'est immense. C'est immense. Tu vas en avoir besoin de cet argent-là. Là. Ouais. Puis je trouve que c'est un drame que ce ne soit pas assez connu. J'aurais juste une dernière chose à ajouter par rapport au délai, là, parce que là, vous allez faire une demande au CIPH, puis je sais... Le CIPH, juste rappelle toujours le crédit pour personnes handicapées. Oui. Prenez note qu'on fait une demande au gouvernement. Hein, donc, surprenez-vous pas des délais. Des fois, ça peut prendre... Excellent point, Chantal. C'est ça. C'est qu'il faut être patient avec le gouvernement. Ça ressemble à quoi les délais de votre expérience? Bien, tu sais, 1 à 4 mois, là, j'imagine. Mais tu sais, des fois, c'est ça. C'est ça. Okay. On peut s'attendre. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut vraiment persévérer là-dedans. Maintenant que c'est dit, de toute façon, c'est rétroactif. Donc, ce ne sont pas des mois perdus. C'est sûr qu'il faut que les gens, en sachant que ça s'en vient, quand on le sait d'avance, on peut vivre avec. Là. Moi, disons, quand j'ai fait les demandes aussi, je le savais un petit peu. Là, je me disais, je serais bien surprise si j'ai une réponse dans un mois. Mais il y avait vraiment un niveau de soulagement de m'être fait dire, grâce à toi, Éric, comme que cette mesure-là existait. De 2, de pouvoir le faire quand on se sent comme proche, déjà tellement impuissant. J'avais l'impression que je faisais déjà quelque chose de plus pour ma fille. Qui va pas venir les rendre moins malades, on le dit, mais vous le savez, là, comme proche, comment souvent on se sent, comme qu'est-ce que je peux faire? Bien là, tu fais quelque chose qui a un impact financièrement positif pour la personne qui est malade. Fait que ça, je me sentais soulagée. Puis là, j'étais comme t'es dans l'action. Alors, tu sais, il y avait quelque chose de satisfaisant de faire cette démarche-là, surtout quand on a reçu la lettre. T'es pas satisfait de dire, OK, elle a été reconnue comme personne handicapée. C'est juste comme, oui, ça demeure, ça démontre le niveau de gravité de la maladie, mais en même temps, la situation était déjà comme ça avant qu'on fasse la demande. Mais au moins, une fois que tu es accepté, tu vois les mesures fiscales qui s'appliquent, ça l'amène un petit niveau de soulagement, moins, du côté financier, de dire, bien, elle va bénéficier au moins de ces mesures-là. Fait que c'est toujours ça. C'est ça le message qu'on veut que vous reteniez aussi. Toi, Josée, avant que je passe à Chantal et Éric, as-tu des points non, que tu voulais ajouter? Pas mal complet, mais encore une fois, s'informer. C'est toujours le but. Hein? Toujours aller chercher on parle toujours d'aller aux bonnes personnes, les bons alliés. Exact. Des gens comme Chantal et Éric, ça deviendrait dans ce cas-ci des bons alliés. D'aller chercher des gens qui sont capables de nous accompagner pour le côté financier, ça devient très important. Ça va se payer tout seul, comme on dit en bon québécois. Éric, Chantal, est-ce qu'il y a des points que vous aimeriez que les auditeurs retiennent de notre conversation aujourd'hui? Bien, le point principal, c'est de ne pas avoir peur d'y aller puis de ne pas avoir peur du méchant formulaire dont tu parlais. Puis d'oser le faire. Le Canada a mis ça en place. C'est pas pour rien. Puis c'est ce qui fait notre saveur. On est là, puis on se met ensemble pour donner un coup de main à ceux qui en ont besoin. Oui. C'est pour ça qu'on paie des impôts. C'est pour ça qu'on paie des taxes. Fait que profitez-en. C'est là pour ça. Puis bénéficiez-en. Pas profiter. Il y a un côté profiteur là-dedans. D'en profiter, j'aime pas ça. Mais utilisez-le. C'est là, puis ces personnes-là en ont besoin. Donc... Très vrai, très bien dit. Chantal? Je n'ai rien à ajouter. Écoute, c'était une fin merveilleuse. Quel travail d'équipe. Si vous avez vos propres conseils financiers, mais si on veut vous rejoindre, quelqu'un vous entend puis dire, comment on fait pour vous rejoindre, Chantal, Éric? Vous êtes les deux gestionnaires en patrimoine avec IA Gestion Privée. Oui, nous, on a notre équipe. Ça s'appelle équipelbc.ca si vous voulez aller sur notre site Internet. C'est le
équipe Lauson Beaulac-Chartier. Donc, si vous pouvez... L'information sera également sur notre site. Exact. Tous les liens vers les formulaires du gouvernement, tous les liens pour de l'information supplémentaire seront également ajoutés sous l'épisode d'aujourd'hui. Un gros merci d'avoir pris le temps. Généreusement, vous avez partagé aussi beaucoup d'informations avant la venue qu'on va justement mettre sur le site. Je suis convaincue 100%, 150% que vous avez un impact aujourd'hui sur la vie de plusieurs familles qui vont écouter l'épisode et sur des personnes qui sont malades. Alors, je vous salue grandement d'avoir pris le temps de venir partager votre expertise. Je suis toujours touchée. Merci de l'invitation. Bien, nous, on avait hâte de faire cet épisode-là. On sait que ça va faire une grosse différence. J'avais mon mot pour les proches aussi. J'espère que vous allez pouvoir justement bénéficier de ces mesures-là pour vos proches. C'est sûr que c'est là où votre rôle d'allié aussi va prendre tout son sens parce que c'est une des choses que vous pouvez faire pour la personne qui est malade. Au prochain épisode, on va partager dans un message d'espoir aussi que je vous partage on va partager les nouvelles approches qui existent pour le traitement des troubles alimentaires avec un éminent chercheur du Douglas. Alors, on vous donne rendez-vous. On vous, comme d'habitude, remercie d'être à l'écoute. À bientôt. Le but de ce balado est d'apporter de l'aide et de l'information aux proches d'une personne atteinte d'un trouble alimentaire. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas à souffrir en silence. Pour de l'aide additionnelle, ANEB offre une ligne d'écoute, un service de clavardage, de textos et des groupes de soutien conçus pour les proches. Pour plus d'informations, visitez anebquebec.com.